Salut tout le monde, je vous invite à plonger dans l'histoire du film qui a relancé le studio Grandes Oreilles. One thing to do is your work. Think of yourself working more intimately with Robbie or with the mic or with whatever. But think of it as a smaller room. Okay. You may even want less light. You may want to just feel a little bit more enclosed. Après une longue période de doute et d'importants changements dans son département d'animation, Disney cherche à se réinventer au milieu des années 80. L'un de ses différents projets sera un film de princesse, une adaptation d'un conte populaire comme les studios n'en ont plus fait depuis 1959 avec La Belle au bois dormant. Disney ne le sait pas encore, mais La Petite Sirène sera un véritable raz-de-marée au box-office. C'est Walt Disney lui-même qui a eu l'idée d'adapter le conte de Hans Christian Andersen. En pleine production du premier Fantasia en 1938, il est évoqué l'idée de proposer un opus de ce rendez-vous musical et culturel tous les ans. Pour Fantasia 2, les équipes envisagent de présenter La Petite Sirène en séquence musicale, mettant à contribution le peintre Ken Nielsen et la dessinatrice Sylvia Moberly-Holland. Il n'y aura finalement pas de nouveau Fantasia avant les années 2000 et le projet tombe à l'eau, pour refaire surface 50 ans plus tard, en 1985. Cette année-là, Ron Clements, alors co-réalisateur sur Basile Détective Privé, est invité à un gong show. Il s'agit d'une réunion où tous les artistes du studio viennent pitcher en quelques phrases un projet de film. L'idée est de dénicher le potentiel d'un synopsis rapidement, sans quoi les artistes se font recaler au son d'un gong symbolique. Cherchant de l'inspiration dans une librairie de Los Angeles, Ron Clements tombe sur le conte danois par accident. Il s'agit là de l'histoire d'une petite sirène qui tombe amoureuse d'un jeune homme et qui décide de se transformer en humaine à son tour pour vivre avec lui. Le jour du gong show arrive et Ron présente son idée à Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg, respectivement PDG de la Walt Disney Company et président de Walt Disney Pictures. Avant la fin de son pitch, il se fait gang par le duo. Ces 4 autres idées seront également refusées, l'une d'elles étant La Planète au Trésor, que Ron Clements finira par co-réaliser malgré tout en 2002. Quelques jours plus tard, Katzenberg lui passe un coup de fil pour revenir sur sa décision après avoir finalement lu avec Michael Eisner les 2 pages du synopsis rédigé par Ron Clements. C'est un véritable retournement de situation. Le projet est accepté. La Petite Sirène est alors confiée à plusieurs scénaristes. Le scénario part donc en développement pendant de longs mois. Alors que Ron Clements travaille sur Oliver et compagnie, il apprend que toutes les propositions narratives pour l'adaptation du conte d'Andersen ont été déclinées. Il décide ainsi de s'associer avec John Musker, son comparse de toujours, pour proposer son propre scénario. Peter Schneider, alors président de la Walt Disney Features Animation, valide la direction que prend leur script et engage officiellement Ron et John en tant que scénaristes. Le projet passe enfin en pré-production. La production de ce nouveau long métrage d'animation est inédite. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les films Disney sont d'abord storyboardés. Les séquences musicales sont également pensées en amont, puis vient le moment des dialogues et enfin l'écriture du scénario final. Il faut comprendre que ce sont les animateurs qui vont définir l'identité des personnages, mais également les limites de leur animation. Le principe du storyboard permet donc de valider techniquement et artistiquement ce qui peut fonctionner et ce qui ne le peut pas. Pour La Petite Sirène, le scénario sera rédigé avant tout le reste, comme pour la production d'un film en prise de vue réelle. L'ambition est haute et assumée. La musique restera cependant au centre de la narration, et c'est dans cette optique qu'en 1986, Katzenberg invite le parolier Howard Ashman sur le projet. Ron Clements et John Musker le rencontrent à Manhattan lors de la campagne promotionnelle de Basile Détective Privé. Howard est emballé par le projet et impose sa patte. Pour lui, chaque chanson devra servir le récit en faisant grandement avancer le développement des personnages et de l'intrigue. Il pense également au concept d'une I Want Song, le morceau du long métrage qui permettra au personnage principal d'exprimer tous les enjeux de l'histoire et ses désirs profonds. Quelques mois plus tard, Ron et John découvriront avec émerveillement la première version démo de Partir là-bas, à laquelle Alan Menken participe également. L'écriture des chansons du film a un impact direct sur le scénario. Maintenant plus que parolier sur le projet, Ashman étoffe l'histoire en modifiant certains aspects. Il donne un accent antillais au crabe Sébastien, chaperon et ami de la sirène, il pense à rendre moins lisse le prince Eric et modifie les rapports des personnages en développant la passion d'Ariel pour le monde humain, en complexifiant sa relation avec son père Triton, roi de la mer, ou encore en supprimant le lien de parenté entre ce dernier et Ursula, la sorcière des mers. Ces modifications viennent s'ajouter au traitement de base qu'avaient déjà fait Ron et John sur le conte d'Andersen en vieillissant Ariel et en faisant évoluer certains personnages.
Plus que ça, Ron Clements avait déjà pris quelques libertés avec le dénouement de l'histoire pour présenter le projet au gang show, en proposant un synopsis où la sirène ne mourrait pas à la fin du récit, contrairement au livre, en se faisant ressusciter par le baiser du prince. Par la suite, le trio sera obligé d'abandonner Breaker, le dauphin aventureux ami d'Ariel et Polochon, ainsi que le personnage d'Harold, homme sirène au physique chétif, afin de fluidifier le rythme du long métrage. Roger Allers rejoint l'équipe pour débuter les séquences de storyboard. Pour le casting, l'équipe organise des auditions en passant par des agences. Les candidats doivent lire quelques lignes de dialogue et pousser la chansonnette. Parmi eux, on peut citer Jim Carrey qui tentera sa chance et ne sera malheureusement pas rappelé par l'équipe. Ashman, promu producteur exécutif sur le film en 1987, reste convaincu qu'il lui faut des talents directement venus de Broadway. Il retourne donc à New York pour enregistrer des auditions de son côté à l'aide de son magnéto. Il sera cependant absent lors du casting de Jodie Benson, star du musical Smile, que John, Ron, Alan et Howard étaient allés voir sur scène pour fêter l'écriture du morceau Partir là-bas, la fameuse I Want Song d'Ariel, personnage pour lequel Jodie auditionne justement. Ce jour-là, c'est le directeur de casting Albert Tavares qui va la rencontrer, mais qui ne saura pas très bien faire fonctionner le magnéto de Howard. Les quelques secondes de l'enregistrement parviennent malgré tout à John et Ron. Broadway proposera également les talents de Samuel E. Wright dans le rôle de Sébastien. Pour Ursula, la sorcière antagoniste du film, la tâche est plus ardue. Ellen Stritch, actrice de cinéma et comédienne de théâtre, parvient cependant à sortir du lot. Commençant son travail sur l'interprétation du personnage, elle ne supporte pas la direction de Howard Ashman et démissionne quelques semaines plus tard. La production pense alors à l'incroyable Pat Carroll, star du petit écran. Buddy Hackett, pince sans rire dans Un amour de coccinelle, sera quant à lui engagé sans audition pour le goéland Eureka. Les trois autres, Jodie Benson, Samuel E. Wright et Pat Carroll, n'obtiendront officiellement leur rôle qu'un an après leurs auditions. On pourra également citer Ben Wright qui doublera Grimsby, le valet du prince Eric, et qui avait fait la voix de Roger Radcliffe dans Les 100 Dalmatiens. Mark Hamill, tête d'affiche sur Star Wars, participera également à l'aventure pour doubler un personnage secondaire. La création visuelle des personnages peut alors débuter. Ariel est inspirée par le physique d'Alyssa Milano. La couleur rouge de ses cheveux est choisie pour son tempérament fougueux. C'est l'animateur Glenn Keane, aidé par d'autres artistes, qui travaille sur l'apparence de la sirène. Ron Minkoff, artiste Disney ayant notamment réalisé Le Manoir hanté et les 999 fantômes, mais également Stuart Little, récupère le personnage d'Ursula après différents concepts d'autres animateurs ayant proposé des inspirations de poissons-scorpions, de raies manta, de cheveux nageoires et de génies sous-marins. Il va chercher à s'éloigner le plus possible du physique de Vanessa, jeune femme à l'apparence semblable à celle d'Ariel, en laquelle la sorcière des mers se transforme à la fin du film. Ron Minkoff veut donc augmenter ses formes et s'inspire de Divine, drag queen américain. Matt O'Callaghan, un animateur ami de Minkoff, lui glisse l'idée de la pieuvre et de ses tentacules pour parfaire l'apparence déroutante de cet antagoniste atypique. Le choix de lui associer deux murènes est directement emprunté aux deux crocodiles de Médusa dans les aventures de Bernard et Bianca. Les artistes s'attaquent ensuite au décor et définissent véritablement l'empreinte photographique du long métrage. Ils choisissent des couleurs vives pour les scènes se situant sous l'océan et des palettes plus ternes à la surface pour la première moitié du film. Le but est de soigner le royaume aquatique que découvriront les spectateurs. Pour la deuxième moitié du film, les couleurs sur Terre sont également rehaussées pour traduire l'émerveillement d'Ariel en découvrant le monde des humains. On peut également citer la présence de la toile La Madeleine à la flamme filante de Georges Delatour qui apparaît dans la grotte d'Ariel. L'œuvre est conservée au musée d'art du comté de Los Angeles, non loin des studios. Une caméra multiplan est enfin utilisée pour créer du relief sur différents paysages. Il s'agit d'une grosse machine de 3 mètres de haut, au sommet de laquelle est placée une caméra en plongée, permettant de filmer les décors imprimés sur des cellulos et placés à différents étages. Une fois n'est pas coutume, la production sort des sentiers battus en organisant une répétition générale avec tout le casting. La lecture du scénario et les prestations musicales prennent toute une journée. Il s'agit de faire un filage complet à la méthode de Broadway. C'est du jamais vu, mais tout le monde se plie volontiers à l'exercice. À la fin de cette journée de répétition, Ron et John se rendent compte qu'ils ont oublié d'enregistrer la session. Décidément, le magnéto d'Howard ne veut pas de la voix de Jodie Benson, un pied de nez au coquillage d'Ursula qui emprisonne la voix d'Ariel dans le film. Il demande à l'équipe de revenir le lendemain pour refaire une lecture complète et tout réenregistrer. Les séances d'enregistrement commencent enfin. Enregistrer les chansons et les dialogues du film avant l'animation permet de donner une intention et un rythme au personnage. Le process facilite le travail des animateurs et fluidifie l'animation. L'exercice reste néanmoins compliqué pour ces artistes de Broadway qui sont habitués à porter leur voix puissamment, Jodie Benson en particulier.
where the people are. But you don't, it doesn't need a lot of breath to keep it down. I want to see. Keep it down. So not as breathy, but yet not high quality. Like you're talking right now. Yeah. Okay. I want to be where the people are. Une fois l'enregistrement terminé, le département animation prend le relais. Les artistes en charge des personnages principaux ne sont pas disponibles, car ils travaillent déjà sur les autres productions en cours, comme Oliver et compagnie. Le choix est donc fait d'animer en premier lieu les personnages secondaires. Nous pouvons citer le travail extraordinaire de Duncan Marjoribanks sur le personnage de Sébastien. Les animateurs décident, comme à l'accoutumée, d'utiliser des modèles humains en référence. Sherry Stoner sera choisie pour la gestuelle d'Ariel. L'équipe ira jusqu'à construire un grand aquarium pour l'y faire nager et reproduire ses mouvements par la suite. Joshua Finkel est appelé pour jouer le prince Eric. Pour Ursula, l'animateur Rob Minkoff fait appel à son ancien colocataire Max Birky. Il décide d'animer d'abord le bas du personnage pour se concentrer par la suite sur le haut. L'animateur se nourrit de plusieurs vidéos de pieuvres pour la gestuelle des tentacules. Plus généralement, les artistes visitent fréquemment l'aquarium de Monterey Bay à quelques heures des studios pour s'inspirer des poissons exotiques. Ils finissent néanmoins par faire venir quelques-uns d'entre eux dans l'aquarium créé pour Sherry Stoner. Alors que le travail d'animation est déjà bien avancé, Rob Minkoff quitte le navire pour voguer vers de nouveaux horizons en réalisant son propre court-métrage. Et c'est Ruben Aquino qui reprendra l'animation du personnage d'Ursula en faisant complètement l'inverse de Minkoff. Il choisira d'animer d'abord le haut de la sorcière, puis ses tentacules. Il sera notamment aidé par Katy Zielinski pour certaines séquences musicales comme celle du morceau Powzam en perdition. Aquino ne sera pas le seul à se faire aider sur les séquences les plus complexes du film. Duncan s'associera également avec Mark N. Ce dernier se charge de plusieurs passages où Ariel nage, danse et se concentre particulièrement sur les mouvements de sa queue de poisson. Mais les animateurs sont confrontés à une problématique de taille, les cheveux de la petite sirène. Si la couleur de la chevelure d'Ariel avait été choisie en rapport avec son tempérament fougueux, il avait été techniquement pensé que le rouge serait plus facile à assombrir pour certaines scènes, dans la grotte de la sorcière par exemple. L'équipe n'avait cependant pas anticipé la tâche ardue qu'était celle d'animer une chevelure sous l'eau. Le duo fera appel à l'astronaute Sally Ride pour s'inspirer des mouvements de ses cheveux en apesanteur. Afin de parfaire l'identité du personnage, Glunkin avait anticipé l'animation en filmant Jodie Benson lors de ses séances d'enregistrement. Il ira également jusqu'à se filmer lui-même sur un rocher pour partir là-bas afin de retranscrire au mieux la position d'Ariel. Il faut le dire, tout est important dans ce personnage, de ses expressions de visage à sa gestuelle. C'est un véritable défi pour Mark N, car Ariel est muette la moitié du film. Il faut donc faire passer les intentions du personnage uniquement par l'animation. Même s'il s'agit d'un film d'animation, les effets spéciaux sont présents tout au long du film. La séquence d'ouverture, qui représente le plus gros défi du long métrage à ce niveau-là, est réalisée en premier. L'équipe souhaite profiter du budget du long métrage tant qu'ils ne l'ont pas encore dépassé pour soigner l'ouverture du film et embarquer tous les spectateurs. A l'époque, l'animation informatique n'est pas encore facilement accessible car les équipes essaient de l'appréhender sur d'autres projets. Les artistes décident de n'utiliser au total que 3 minutes d'animation par ordinateur pour certains éléments afin de jouer sur les perspectives des objets à l'écran. Pour le reste, on a recours aux vieilles méthodes comme la caméra multiplan déjà évoquée. Mike Perazza utilisera notamment une maquette de bateau qu'il filmera et repeindra à la main pour la première scène du film. Reste à produire tout le reste des effets à proprement parler. On fait référence ici à tout ce qui n'est pas personnage. Les bulles, les nuages, les flammes, il s'agit de dizaines de milliers d'effets confiés à Mark Jindal et son service. La séquence d'ouverture par exemple nécessitera 25 personnes et une année entière de développement, ce qui fait prendre beaucoup de retard aux équipes sur la production. Pour pallier ce retard, le choix est fait, parfois de manière officieuse, de réutiliser des celluloses d'anciennes productions, comme celle de la pluie dans Bambi ou encore les arrière-plans des aventures de Bernard et Bianca. Les équipes décident également de déléguer la création des bulles du long métrage à la société Pacific Rim Productions en Chine. Mais en 1989, les manifestations de Tiananmen éclatent en Chine et bloquent la production de ces effets jusqu'en juin de la même année. En bout de ligne, c'est le département Clean-up qui va se charger de la colorisation des images en utilisant la méthode traditionnelle de peinture à la main sur des imprimés Xerox de cellulose. A l'époque, Pixar vient de lancer son Computer Animation Production System, ou CAPS, une technique pour coloriser les images informatiquement. La production ne peut pas se permettre de prendre le temps d'assimiler cette nouvelle technique. CAPS arrive trop tard. Des tests seront malgré tout exécutés sur la dernière scène. La Petite Sirène devient donc le dernier long métrage Disney à utiliser la méthode Xerox, et en même temps le premier à utiliser la méthode CAPS. Le film fait office de passation.
Au total, le long métrage aura demandé l'intervention de 400 artistes. 80% du dessin animé contient des effets. Sur la fin de la production, certains d'entre eux ne restent pas possibles à réaliser. Des faux raccords sont ainsi laissés dans le film par manque de temps pour refaire les scènes, même si l'enregistrement de la musique pour Embrasse-la obligera les équipes à ajouter de nouveaux animaux à la séquence pour correspondre aux nouveaux instruments joués. En parlant de musique, c'est en 1988 qu'Ashman propose à Alan Menken de composer toute la bande originale du film. Un orchestre impressionnant est mis à sa disposition. Il fera également appel à Stephen Schwartz, parolier pour Pocahontas, et Hans Zimmer pour quelques musiques additionnelles. Le film est presque prêt. Il est temps de mesurer son succès potentiel à travers des projections test. Il faut savoir qu'Howard Ashman avait déjà présenté le film à tous les artistes du studio, y compris ceux qui ne travaillaient pas sur le projet, sous forme de conférence. Le pitch avait été accueilli sous un tonnerre d'applaudissements. Mais un an plus tard, en 1988, Ron Clements et John Musker présentent une première mouture alors que l'animation, les effets et la musique ne sont pas terminés. La projection test se fait devant Jeffrey Katzenberg, Michael Eisner et Roy E. Disney dans une des sweet boxes, les petites pièces à suer comme les animateurs les appelaient à l'époque. Lors de cette projection, la pellicule casse. À la fin, Eisner n'a pas été emporté. Pire que ça, il n'est pas satisfait par le scénario et estime que des modifications sont nécessaires sur certains passages, personnages et relations. Katzenberg est du même avis. John, Ron et Howard feront les modifications demandées pour une nouvelle version, présentée cette fois-ci à un vrai public un an plus tard. C'est en 1989 que le film est projeté devant un groupe d'enfants. Pour rappel, le long métrage n'est toujours pas terminé, encore à cette époque. La projection est un vrai désastre. Les enfants n'accrochent pas. Jeffrey Katzenberg finit même par demander à ce que l'on retire Partir là-bas. Glenn Keane, qui a animé Ariel, négocie cette décision en expliquant que cette séquence en particulier lui a demandé beaucoup de travail et qu'il n'en a pas encore terminé l'animation. En sursis, la scène cherche à être magnifiée par la caméra multiplan. Mais les animateurs ne parviennent pas à faire sortir la main de la grotte de la petite sirène comme ils le souhaitent. Après de nombreuses tentatives, ils parviennent malgré tout au résultat escompté. La nouvelle projection test qui suivra sera un succès. L'avant-première du film a lieu à l'AMC 16 de Burbank. Le film est acclamé par le public. Les critiques sont également emballées, pointant néanmoins le fait que l'héroïne se fasse encore une fois sauver par le prince. C'est donc le 17 novembre 1989 que le public américain rencontre Ariel, la petite sirène, son ami Polochon le poisson et son chaperon Sébastien le crabe. Ariel tombe amoureuse du prince Eric, qu'elle sauve de la noyade après que son bateau a fait naufrage. Pour qu'il reprenne conscience, elle lui chante son amour sur les plages de ce monde humain dont elle a toujours rêvé, mais dont son père, le roi Triton, lui interdit de s'approcher. Elle décide alors de passer un pacte avec Ursula, la sorcière des mers. Elle troque donc sa voix contre des jambes, afin de pouvoir rejoindre le prince Eric et le monde des humains. La sorcière introduit cependant une clause spécifiant que si Ariel n'a pas obtenu un véritable baiser d'amour de la part du prince sous 3 jours, elle reprendra sa forme de sirène et deviendra sa prisonnière. Ariel accepte et débarque dans le monde des humains pour vivre son idylle avec Eric. Ce dernier, qui ne se souvient plus du visage de la jeune femme l'ayant sauvé, ne peut malheureusement pas l'identifier grâce à sa voix. Le chant qui l'a ramené à la vie le hante depuis son sauvetage. Il veut retrouver cette mystérieuse jeune femme. Passant plus de temps avec Ariel, Eric commence à en tomber amoureux jusqu'à vouloir embrasser la sirène, un baiser qui sera avorté par les 2 murènes à la botte d'Ursula. La sorcière, se rendant compte qu'elle a failli perdre le pari qu'elle a fait sur Ariel pour qu'elle devienne sa prisonnière, décide de prendre forme humaine et d'utiliser la voix de la sirène pour charmer le prince et mettre la sirène sur le carreau. Elle se présente sous les traits de Vanessa à Eric qui, ensorcelé par sa magie, pense avoir retrouvé celle qui l'a sauvée. Leurs noces sont célébrées dans la foulée. Alors qu'Ariel parvient à retrouver sa voix en affrontant Ursula, le soleil se couche sur cette 3e journée sans baiser et la jeune femme reprend sa forme de sirène, tout comme Vanessa redevient Ursula. Faite prisonnière de la sorcière, Ariel se voit secourue par son père, le roi Triton, qui accepte de se sacrifier pour que sa fille soit libérée. Ursula s'empare donc du trident et se nourrit de sa force et de ses pouvoirs pour contrer les attaques du prince Eric venu aider Ariel. Dans un ultime affrontement, Eric tue Ursula et permet à Triton de récupérer la possession de son trident. Face à ces événements, le roi accepte l'émancipation de sa fille en lui offrant des jambes. Ariel et Eric peuvent se marier, célébrant l'union de leurs 2 peuples. L'analyse du long métrage peut se faire à la fois sur les éléments d'origine pensés par Anderson, mais également sur le rendu final voulu par Disney. La diversité des personnages permet des lectures de différents niveaux. L'intrigue est bien évidemment construite autour du personnage d'Ariel, mais il faut aller bien au-delà de ce schéma narratif classique pour saisir les intentions des scénaristes et de l'équipe du film.
Même si l'amour et l'émancipation de la princesse sont des thèmes récurrents chez Disney, on nous présente pour la première fois une princesse qui, au-delà d'affronter son cercle proche sur ses propres convictions, va aller jusqu'à s'y opposer et désobéir de manière assumée pour réaliser son rêve. La princesse ne prend pas la fuite, elle ne se fait pas ensorceler, elle ne se cache pas non plus. Elle va, en son âme et conscience, passer un pacte avec le mal pour arriver à ses fins. Le tempérament fougueux d'Ariel prend tout son sens dans la dynamique et l'essence même du personnage. La princesse ne veut plus de son royaume, elle rêve d'un ailleurs. En comparaison aux autres princesses des classiques Disney, un réel virage à 180 degrés est opéré. C'est la princesse qui prend les choses en main, elle arrête de subir sa situation. Pour la première fois également, la princesse est privée de sa voix pendant une bonne partie du film. Alors évidemment, elle aura eu son Ivan Song, mais au moment charnière où elle rejoint Eric et le monde des humains, ce moment même où elle réalise son rêve, elle ne peut l'exprimer qu'à travers sa gestuelle ou la réaction des autres. On sent ici un paradoxe délicieusement pensé pour rendre le personnage encore plus attachant et légitime dans sa quête d'émancipation. Elle qui a toujours assumé ses idées jusqu'à quitter l'océan pour la terre ferme, se retrouve à ne pas pouvoir s'exprimer et à dépendre des autres. Et c'est justement là que la présence d'Eric prend tout son sens. Il ne s'arrête pas à son envie de retrouver cette jeune femme qui lui a sauvé la vie et dont il cultive le doux souvenir d'une voix mélodieuse. Sans savoir qu'il s'agit en réalité d'Ariel, il s'y attache malgré sa maladresse, son manque de tenue et son mutisme. Ce prince qui recherche son âme sœur fantasmée préfère le concret d'Ariel, car c'est aussi ce qu'elle représente, la simplicité, l'innocence, la force de caractère et la bienveillance. C'est la première fois qu'un prince a un rôle si important dans un long métrage Disney et qu'il n'est pas réduit à un baiser ou une plastique. Pour ce qui est d'Ursula, c'est une méchante Disney que l'on adore détester. Satirique et drôle, la sorcière des mers assume un look décalé et moderne qui lui offre une prestance de fou. Véritable requin en matière de négociation, elle démontre l'ampleur de son machiavélisme à la toute fin, en imageant sa soif de pouvoir et sa force destructrice à travers la taille de géant qu'elle prend. Sa mort est symbolique, la proue d'un bateau dans la poitrine, comme un puits en bois dans le cœur. Le mal est terrassé. Cet acte de bravoure a été critiqué par les audiences à la sortie du film. Encore une fois, la princesse est sauvée par son prince. En réalité, l'intervention d'Eric est essentielle à la conclusion de la narration. Sans cela, Triton ne pourrait pas prendre conscience de l'engagement d'Eric envers Ariel. Pour aller plus loin, Eric a sauvé Triton et donc le peuple de la mer. Il s'agit là d'un acte de paix entre les deux peuples. Triton est également un personnage intéressant. Il assume seul l'éducation de sa fille et développe une relation conflictuelle avec elle, à l'image des relations entre les adolescents et leurs parents. Ce film Disney, familial, s'adresse donc également aux adolescents et se veut dans l'air du temps. Un choix de modernité que l'on retrouve également dans l'esthétisme du film. Ariel, bien que sirène, reste une jeune femme dénudée aux cheveux rouges. On voit ses épaules, son nombril, souvent ses jambes et ses pieds quand ils lui sont offerts. À la fin, elle apparaît en vraie femme fatale dans son apparat de lumière, robe fendue et échancrée. La force du film réside néanmoins dans son juste équilibre entre modernité et respect des codes classiques. Au-delà des éléments qui font la recette d'un bon Disney, le long métrage maîtrise à la perfection la mise en scène, les personnages et les dialogues dans une espèce de cahier des charges officieux qui permettra une lecture facile du récit. Ariel a soif d'aventure, Triton est le souverain protecteur, Ursula est une sorcière et Eric est un beau prince charmant. Le film ira également jusqu'à reprendre d'autres codes, comme l'aspect esthétique du Valley Grimsby, grand et élancé à l'image du Grand-Duc dans Cendrillon, que l'on retrouve d'ailleurs sur cette scène ici, ou le fait que Max, le chien d'Eric, ne parle pas, contrairement aux autres animaux du long métrage, souffrant ainsi du syndrome de Pluto. Faut-il rajouter le fait qu'Ariel n'a plus de mère comme bon nombre d'autres princesses ? Cet accord tacite est présent jusqu'aux couleurs du film qui vient traduire l'intention de chaque scène, sa musique philharmonique pour la dimension dramatique et entêtante pour les chansons de chacun des personnages, mais également son intrigue, somme toute assez traditionnelle. La petite sirène est un grand show comme les Américains savent le faire. Et comme tout bon Disney, les personnages secondaires viennent apporter cette touche d'humour qui contrebalance la tension des enjeux ou accentue les moments d'enthousiasme. En réalité, ils apportent bien plus que ça. Sébastien par exemple fait preuve d'une certaine tendresse envers Ariel. Il est là pour l'accompagner dans sa nouvelle vie, la protéger, panser ses blessures et s'assurer qu'il ne lui arrive rien de grave. En un sens, Sébastien est plus qu'un chaperon, quasiment un membre de sa famille, comme un grand-oncle ou un cousin éloigné. Il tente de la raisonner, mais essaye également de l'orienter dans ses prises de décision tout en respectant ses désirs profonds. Dans le schéma de la parentalité, il est avec Triton le plus présent à ce niveau, loin devant le peu que l'on connaît des 6 autres sœurs. Polochon, lui, est une sorte de faire-valoir positif. Le petit poisson est candide, il est jeune et suit Ariel dans ses aventures au début du film. Cependant, il n'a ni sa trempe ni son courage. En réalité, Polochon est là pour rappeler que le caractère d'Ariel est motivé par autre chose que la curiosité, l'innocence ou un simple esprit de rébellion. La petite sirène est prête à aller beaucoup plus loin que lui car elle envisage une autre vie.
Dans un souci d'objectivité, il faut néanmoins analyser l'histoire de manière beaucoup plus sombre. La transformation de la sirène en femme représente le passage à l'âge adulte d'Ariel. La transformation physique de sa queue de poisson en jambe fait le parallèle des transformations physiques et hormonales d'une jeune fille à cet âge-là. Le conte d'Andersen y présente d'ailleurs beaucoup plus de douleurs physiques et de souffrances psychologiques, là où Disney s'efforce d'adapter le récit à son public familial, dénaturant le message originel de l'œuvre. La narration se veut également critique, à juste titre, sur le patriarcat, où la mère est morte, le père est seul roi, et le jeune prince représente l'objectif principal de la vie d'une femme. Ariel ne sera accompli qu'une fois aux côtés d'Eric. En réalité, Ariel ne sera accompli qu'à travers lui, avec un baiser comme délivrance. La symbolique est également présentée de retirer sa voix à la petite sirène quand elle devient femme, elle n'a plus le droit à la parole et devra charmer le prince autrement, avec son corps. La femme est sexualisée et réduite à ses formes physiques. Ursula, seul personnage féminin fort du récit après Ariel, se trouve également être l'antagoniste qui va la pousser à sa perte. La sorcière va même jusqu'à se présenter sous les traits de Vanessa, une séductrice, histoire de s'enliser encore plus dans la représentation sexualisée de la femme pour lui piquer le prince. Les deux femmes s'affrontent certes, car ennemies par essence, mais elles s'affrontent pour un homme. La virilité masculine s'oppose à la fragilité féminine. À la fin de l'histoire, la puissance d'Ursula, bien que grande méchante du long métrage, la présente comme une figure hystérique au moment où elle prend le pouvoir, comme si cette combinaison ne fonctionnait pas. On notera l'inspiration d'Ursula sur Divine, Drag Queen, où la femme est un peu homme, ramenant encore une fois au patriarcat le peu de pouvoir donné à un personnage féminin. Il faut cependant mettre de l'eau dans son vin. Le conte utilise des codes d'une autre époque. Cette base qu'utilise Disney en pâtit. Pour autant, les studios auraient pu choisir un traitement peut-être plus nuancé pour les personnages. Une autre lecture peut être faite du film. Le thème de l'amour interdit et de l'émancipation viennent représenter ici l'homosexualité. Les influences et les références gays sont multiples, des artistes ayant travaillé sur le film aux inspirations d'Ursula. Mais plus que cela, Ariel elle-même devient une icône de cette communauté. Elle cache à son père son véritable désir, elle tombe amoureuse d'un homme qu'elle fantasme au début de l'histoire, et finit même par sortir de l'eau comme on sort du placard, pour vivre son amour. Le message du film est assez équivoque en ce sens. Il faut assumer ses désirs profonds. Faut-il aller plus loin en évoquant le fait qu'Ariel est une femme à queue ? Non, on va s'arrêter là, même si on pourrait y voir une autre représentation LGBT avec la transidentité. L'une des forces du film reste cependant son vœu de prôner également la diversité. Le peuple de la mer rencontre les humains, Sébastien possède un accent antillais, les espèces sous-marines vivent en parfaite harmonie, sauf pour ce requin, mais les requins ne sont pas vraiment appréciés chez les hommes non plus. Ursula assume ses rondeurs, Ariel est handicapée par son mutisme, le vivre ensemble reste le fer de lance du film. Le film sort en même temps que Charlie mon héros de Don Bluth qui avait précédemment réalisé Le Petit Dinosaure. Les films sont au coude à coude au box-office du premier week-end, mais le long métrage Disney en prend rapidement la tête. Le film génère 84 millions de dollars sur le sol américain. Les enfants et les adultes sont sous le charme, mais le film attire également les adolescents, eux qui boudaient Disney depuis un bon moment maintenant. Certains spectateurs reviennent même voir le dessin animé à plusieurs reprises. Howard Ashman est parvenu à ressusciter le style de la comédie musicale au cinéma. Le film est nominé aux Golden Globes dans plusieurs catégories, notamment pour la meilleure comédie ou le meilleur musical. Il remporte cependant la meilleure chanson et la meilleure musique. La Petite Sirène rafle également l'Oscar de la meilleure chanson. Et celui de la meilleure musique. Le soir de la cérémonie, Alan se rend compte du comportement étrange d'Howard. Ashman vient d'apprendre qu'il est séropositif et qu'il est condamné. Il décédera 2 ans plus tard. Un an après sa sortie aux États-Unis, le long métrage sort en France. Claire Guyot, 22 ans, est choisie pour doubler Jodie Benson sur Ariel et Micheline Dax reprend le rôle d'Ursula. L'excellent doublage français est supervisé par Claude Rigalansus qui collabore directement avec Ashman. Enfin, le chanteur Henri Salvador est invité à reprendre le rôle de Sébastien. Au total, ce ne sont pas moins de 184 millions de dollars que le film engrangera au box-office mondial, dépassant les excellents résultats de ses prédécesseurs et les espérances du studio. Spielberg lui-même avait parié sur 84 millions de moins. Ce succès relance les studios Disney, qui sont passés de 140 à 600 artistes lors de la production du long métrage. La Petite Sirène a eu droit à 2 suites, La Petite Sirène 2, Retour à l'océan en 2000 et Le Secret de la Petite Sirène en 2008. Le film a également été adapté en série TV de 1992 à 1994, se concentrant sur la jeunesse d'Ariel, puis en comédie musicale en 2007.
Enfin, la version live-action du film originel est sortie en 2023. La Petite Sirène est également présente dans les parcs Disney du monde entier. Un spectacle au MGM Studios, un land à Tokyo DisneySea avec attractions, boutiques et restaurants, une même attraction proposée au Disney California Adventure et à Magic Kingdom, et le château d'Eric ainsi que Atlantica présent dans Storybrooke Land Canal à Disneyland, et sa version sans Atlantica à Disneyland Paris pour le pays des contes de fées. La Petite Sirène apparaît dans pas moins de 11 jeux vidéo depuis 1991 sur NES. Encore aujourd'hui, 35 ans après sa sortie, La Petite Sirène est présente dans un nombre incalculable de produits dérivés. Ariel est une véritable figure de proue des princesses Disney. Going all the way back to The Little Mermaid, there's a generation of people that were kids when those films came out, and now they're adults and they have kids of their own, and we've met so many people who said like, thank you for our childhood. Pour moi, La Petite Sirène est un bon film. Néanmoins, je trouve que son rythme est très inégal. La première partie où Ariel ne s'est pas encore transformée est trop longue, comparée à la seconde partie trop condensée. Je trouve aussi que la fin est trop vite expédiée. Pour autant, les musiques du film et les défis techniques d'animation qu'il a relevés le rendent incontournable. Vous pourrez bien évidemment retrouver les principales sources de cette vidéo en description. L'analyse que je vous ai présentée est complètement personnelle. Je vous invite donc à partager la vôtre en commentaire. Not there yet, though.